C'est quel est l'impact de nouvelles arrêtés RAT, mais pas pour les opérateurs de repérage, là, pour le maître d'ouvrage. Ben, alors, en général, les diagnostiqueurs sont beaucoup décriés en disant les diagnostics sont mal faits, patati patata, ils font n'importe quoi et tout. Mais à l'heure des charges, quand même, avec l'expérience, je me rends compte que des fois, les conditions dans lesquelles on leur demande d'intervenir sont quand même un peu, je vais dire, olé olé. Hein. Il y a quand même des maîtres d'ouvrage, bah, ils passent commande d'un RAT parce que ça c'est l'obligation, enfin même si depuis le mois de juillet c'est formellement obligatoire, mais ça l'était déjà quasiment avant, sous une autre forme. Mais donc il y en a pour se dire, bah, je réponds à mes obligations, je vais passer un commande d'un RAT, et puis il choisit son diagnostiqueur, et puis vas-y que je te file les clés, tiens, là les clés de mon bâtiment, maintenant démerde-toi pour faire le RAT, et puis rapidement parce que j'en ai besoin, parce que sinon l'inspection du travail et tout. Au moins, comme l'a dit Brice, c'était déjà évoqué dans la norme, mais ça a été repris explicitement dans l'arrêté, au moins l'arrêté fixe les obligations des deux parties. Les deux parties, c'est le diagnostiqueur, évidemment, mais aussi du maître d'ouvrage qui passe la commande. Comme toujours, j'ai toujours mes arrêtés sous la main. Il y a un article 5, la partie 1, qui fixe clairement les obligations du maître d'ouvrage. Accompagner le diagnostiqueur, fournir des plans valables. Hein. Après, on se plaint du mauvais repérage, de l'incertitude ou de l'imprécision, pardon, excusez-moi, je cherchais mon mot, de l'imprécision du repérage des matériaux alimentés sur plan. Oui, enfin, des fois, moi, je vois des diagnostics. Le diagnostiqueur, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir un fond de plan? Il a pris en photo le plan de sécurité incendie qu'on voit là-bas, et puis il fait son plan de repérage des matériaux amiantés sur le plan de sécurité incendie parce que le maître d'ouvrage n'a pas été foutu de lui donner autre chose que ça. Bah maintenant, c'est fini. Avec l'arrêté, c'est marqué explicitement, le maître d'ouvrage doit fournir des plans, et s'il n'a pas de plan, il les fait faire pour les donner au diagnostiqueur. Donc voilà, on met un peu l'église au milieu du village. Il y a deux parties, donc il y a des obligations pour les deux parties si on veut un résultat convenable à la fin. Bon, ça c'est clair au moins. Peut-on encore se passer de maîtrise d'œuvre, parce que tu décriais effectivement les difficultés sur les chantiers, les conditions, on voyait les différents niveaux, donc c'est extrêmement complexe aujourd'hui. Et donc est-ce qu'un maître d'ouvrage aujourd'hui peut se passer d'un maître d'œuvre? Je ne vais pas dire oui, sinon je me tire une balle dans le pied. On va pas passer. Alors sur les obligations, je vais dire première étape sur le RAT. Dans les obligations que j'ai pas évoquées, il y a fourniture d'un programme détaillé des travaux. Un programme détaillé des travaux. Un maître d'ouvrage, quand il a un projet, il veut, je sais pas, je veux 500 mètres carrés. Enfin, j'ai un bâtiment existant, je veux faire 500 mètres carrés de bureau. Ça, c'est son programme général. Bah, après, le programme détaillé, il va faire des fiches espace, mais le maître d'ouvrage, parce que c'est pas son rôle, il va pas se poser la question comment je veux que mes bureaux soient ventilés ou climatisés, mais par où je vais faire passer mes gaines et tout. Donc, je dirais, le maître d'ouvrage n'a pas la compétence pour faire un programme détaillé des travaux. C'est pas son job. Et en plus, il faut faire, dans le cadre d'un RAC, il faut faire un programme détaillé de travaux orienté par rapport au travail du diagnostiqueur. Hein, donc voilà, donc déjà première étape, voilà pourquoi le maître d'ouvrage a besoin d'un maître d'œuvre amiante. Deuxième étape, il y a l'analyse des risques du chantier, c'est pas que l'entreprise qui l'a fait, c'est d'abord le maître d'ouvrage. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il puisse lui faire une première analyse des risques, et notamment pour les systèmes de confinement, avoir une idée de ce qui devrait être mis en place pour le chantier. Ça va lui permettre de fixer un budget avant de consulter les entreprises. Donc là aussi, pour faire son analyse des risques, il faut peut-être mieux prendre quelqu'un qui a l'habitude de l'analyse des risques amiantes, de l'analyse du contexte de l'opération, pour savoir à peu près, est-ce que je vais faire du cloisonnement avec juste une peau de polyane tirée, ou est-ce qu'il va falloir que je prévoie une cloison semi-rigide pour... voilà. Donc, plus que jamais, dans les opérations de traitement de l'amiante, un maître d'œuvre est un atout pour le maître d'ouvrage, pour la bonne réussite de l'opération. Renforce la nécessité, encore une fois, de professionnalisme. Est-ce que la robotique peut-elle renforcer la sécurité des travailleurs?
ou a-t-elle ses limites? Finalement, on voit de plus en plus, il y a des robots qui arrivent pour venir répondre à ces contraintes qui font que des travailleurs ne peuvent plus rentrer sur certains types de chantiers. Alors oui, évidemment, la robotisation, ça va être une avancée. Alors déjà, ça va être une avancée, je vais dire, hors problématique amiante, parce que, enfin, les chantiers de désamiantage, le retrait de certains produits amiantés sont quand même des tâches très fastidieuses, très usantes. Hein. Poncer un enduit mural à la petite ponceuse, moi je l'ai déjà vu faire et tout. Donc déjà, la robotique va pouvoir permettre de répondre à une obligation de prévention des risques professionnels, mais pas sur l'amiante, mais sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, notamment en soulageant la tâche des opérateurs. Alors après, voilà, effectivement, la robotique va permettre d'éloigner l'opérateur de la source émissive. Un robot, en théorie, ça se filoguide ou si ça se téléguide, suivant, voilà. Donc on va pouvoir protéger un peu mieux le salarié, puisqu'on va l'éloigner de la source d'empoussièrement. Je dirais, dans l'absolu, on va pas forcément réduire l'empoussièrement à la source, mais on va éloigner l'opérateur de la source émissive. Donc, du point de vue de prévention des risques amiante, c'est un mieux. Attention, cependant, la robotique, c'est pas la solution à tout. Parce que, bon, déjà, les robots, on en est au balbutiement, et qu'on travaille dans le bâtiment, on ne travaille pas dans l'industrie. Un robot dans l'industrie, quand il monte des pneus sur une voiture, les boulons ils sont toujours au même endroit. Hein, donc c'est très facile à programmer. Dans un bâtiment, on n'a pas deux bâtiments identiques. On a des points particuliers qui s'appellent des cueillis de poutres. Et ça, le jour où un robot ira arriver à vous poncer dans le coin là-bas en haut à gauche, il n'est pas encore, pour l'instant, tous les robots qu'on voit, c'est les surfaces courantes. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà une avancée par rapport ne serait-ce qu'il y a 5 ans, c'est déjà quand même une bonne avancée. Il va rester toujours à l'homme à traiter les points singuliers, qui seront potentiellement émissifs. Donc là aussi, il faudra pas se cacher derrière le robot en disant « Ah super, moi j'ai le robot, je fais du niveau 1 ». Non, il y aura quand même des opérateurs qui devront intervenir, moins d'opérateurs, moins longtemps, mais qui devront intervenir. Et ensuite, il y a une problématique qui aujourd'hui qu'on évoque à chaque fois que le plan de recherche et développement amiante étudie des dossiers de robots, c'est quid de l'entretien courant, de la réparation en zone et de la maintenance. Parce que là, bah oui, j'ai un robot dans ma zone de travail qui des fois peut être assez volumineux et il tombe en panne. Comment on fait? C'est pas l'opérateur de désamiantage qui va venir le réparer, c'est pas son métier. Donc ça veut dire que derrière la conception des robots, il faut qu'ils se mettent en place toute une chaîne, je dirais, logistique au sens large, de logisticiens pour approvisionner la machine, de techniciens de maintenance qui soient habilités, donc formés à un minimum sous section 4, habilités à rentrer en zone pour réparer. Et idem, une fois que le robot part en maintenance courante ou en grand entretien, il va être rapatrié dans un atelier, on va pas pouvoir faire l'entretien du robot. On va pas pouvoir faire l'entretien du robot au milieu de l'atelier comme on faisait l'entretien de sa voiture. Donc c'est une avancée, il faut continuer dans cette voie-là, il faut juste être vigilant, c'est pas la solution à tous les problèmes des chantiers de désamiantage. Évidemment, il faut que ça... Il y a des limites. Voilà, merci, on peut applaudir Thomas Lesser, BETDC, ouais, c'est intéressant.